Bien, mes chers collègues, nous poursuivons ce matin nos auditions de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport avec une table ronde sur la production audiovisuelle de programmes sportifs. Nous recevons à cette occasion M. François-Charles Bidot, coprésident du groupe Euromédia, et M. Gilles Salé, PDG d'AMP Visual TV. Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation avec le rapporteur Cédric Roussel pour cette audition qui, je le rappelle, est retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Messieurs, vos sociétés sont des producteurs historiques des grandes compétitions sportives en France. Je pense au Tour de France, au Grand Prix de Monaco ou encore au match de la Champions League, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football. Je vous demanderai, si vous le voulez bien, de nous dresser dans un premier temps un état des lieux de vos productions afin que la mission s'en fasse une idée plus précise. Je vous serai ensuite reconnaissant de nous renseigner sur les conséquences de l'arrivée, mais aussi du départ du groupe espagnol Mediapro sur vos activités et sur vos perspectives pour l'avenir proche de vos groupes. Sans plus attendre, je vous cède la parole pour un exposé liminaire de 5 à 10 minutes chacun, qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec notre rapporteur, M. Cédric Roussel. Bonjour messieurs, monsieur le député, merci de cette réunion et de l'attention que vous portez à notre écosystème. Quelques chiffres de présentation concernant notamment AMP Visual TV et François Charles pour enchaîner sur ceux qui concernent Euromédia, mais nos deux entreprises sont les plus importants prestataires de services techniques de tournage audiovisuel en France. Nous réalisons pour le compte d'AMP Visual TV environ 110 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est présent à la fois dans le domaine des captations de sport et aussi des captations en studio. Aujourd'hui, notre entreprise réalise les plus grands événements français. À la fois, ça va en extérieur du Festival de Cannes, des Césars, des événements en studio que l'on connaît comme Danse avec les stars, The Voice, les plus grands programmes de télévision que vous connaissez. Et dans le domaine du sport en extérieur, évidemment la Champions League, l'Europa League que vous avez cité, les 24 heures du Mans notamment pour le compte d'AMP Visual TV, ou les grands événements de la République, puisque nous avons la chance de faire maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années quasiment la totalité des grands événements de la République. Ça va des cérémonies du 14 juillet jusqu'à des événements protocolaires au Panthéon ou aux Invalides, qu'ils soient tristes ou heureux. Voilà un panorama de ce que l'on fait. AMP Visual TV, c'est le regroupement, il y a 15 ans, de deux entreprises de prestataires français, AMP d'un côté et Visual TV de l'autre. Entreprises qui ont été créées l'une et l'autre en 1986, et je suis, moi, à l'initiative de la création d'AMP. J'ai créé l'entreprise il y a donc presque 36 ans sur les bords de l'Atlantique. Et aujourd'hui, on est devenu le premier prestataire français de tournage télévisé. On emploie 405 salariés permanents. On emploie à peu près 3000 intermittents par mois. Ça représente sur une année complète environ 1 million d'heures de travail pour le secteur de l'intermittence en France. Et notre activité de tournage sportif représente aujourd'hui 40% de notre chiffre d'affaires et dans lequel le football pèse 40% également. Voilà quelques chiffres clés pour le périmètre et quelques repères clés pour le AMP Visual TV. Je cède la parole à mon collègue. Le Euromédia est la filiale française du groupe Euromédia, qui est aussi une entreprise française, qui intervient dans le domaine de la captation d'images, de la prestation technique et des services audiovisuels. Elle maîtrise toute la chaîne de valeur de la fabrication jusqu'à la diffusion d'images et dispose d'une flotte de moyens de captation audiovisuelle. En France, l'activité d'Euromédia est surtout centrée sur deux vecteurs: la prestation vidéo mobile extérieure, c'est-à-dire le déploiement de moyens techniques et de capacités humaines sur les stades et les sites sportifs ou les sites de captation comme les festivals, etc., pour le spectacle vivant. EMG est présent dans 8 pays européens et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 354 millions d'euros, et sa filiale française Euromédia un chiffre d'affaires de 61 millions d'euros. Nous avons à peu près 180 personnes employées sur le payroll d'Euromédia France. Donc sur le marché de la captation d'images mobiles, Euromédia intervient pour tout type d'événements. Les événements sportifs, effectivement, le football, actuellement la Ligue 1, la Ligue 2, le rugby, le top 14, le tennis, le cyclisme, toutes les courses de France Télévisions, dont évidemment le Tour de France.
et la Formule 1, comme vous l'avez cité, avec le Grand Prix de Monaco. Je compléterai en disant que nos entreprises, non seulement Euromédia, mais aussi AMP, sont au niveau mondial reconnus pour leur très haute qualité de livraison d'images, puisque donc là, nous sortons d'un cycle où Euromédia a livré le signal vidéo des Jeux Olympiques de Tokyo, de l'Euro de football pour l'UEFA, du Tour de France pour AMP des 24 heures du Mans, et puis la Ligue des Champions qui vient de reprendre avec Paris hier ou avant-hier, Paris-Leipzig. Donc tout cela pour dire que nous sommes à la pointe de l'industrie de la télévision européenne, mais aussi mondiale. Les événements d'actualité, Monsieur Salé vient de les citer, et puis le spectacle vivant. Je compléterai avec le fait que les clients d'Euromédia et d'AMP sont constitués aussi donc de diffuseurs, des diffuseurs français comme Canal+, TF1, M6, France Télévisions, l'Équipe TV, RMC Sport, beIN Sport, bref. Toute la communauté du paysage audiovisuel français est notre client. Donc on peut dire que AMP et Euromédia sont devenus, après la, disons, dissolution de la Société française de production et la privatisation de l'ORTF, en gros, à part France Télévisions, AMP et Euromédia sont devenus l'outil de la télévision française, en général. C'est-à-dire qu'en gros, nous mutualisons les services techniques pour l'ensemble de la télévision française. Peut-être un éclairage complémentaire également, que vous vous rendiez compte aussi du métier sur lequel on évolue. On est sur un métier qui est très très capitalistique. Pour donner un ordre d'idée, on doit réinvestir chaque année entre 10 et 12% de notre chiffre d'affaires. On a une obligation de mutation technologique très importante, donc on est donc sur un métier très capitalistique, avec une rentabilité très dégradée et très faible de ce fait-là, ce qui a notamment conduit à ce que le marché s'est concentré par disparition des petits. En 2000, nous étions 20 prestataires de tournage télévisé en France. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 2 prestataires importants. Et on est indispensable à ce que moi j'ose appeler la souveraineté audiovisuelle française. La France est réputée au monde comme étant le pays qui fabrique la meilleure télévision. C'est reconnu. Nos entreprises sont dans le top 5 ou le top 6 des entreprises au monde. C'est le fait d'un haut niveau de savoir-faire. C'est aussi ce qui nous différencie de nos concurrents. C'est aussi ce qui fait que les grands événements internationaux viennent nous chercher. Évidemment, les grands événements internationaux qui se déroulent sur notre territoire sont captés par nos entreprises. Le Tour de France, les 24 heures du Mans, la fête nationale du 14 juillet, qui sont des événements qui requièrent un très très haut savoir-faire technologique. Donc on est les héritiers de cette culture, celle de la SFP d'antan, et dans un métier qui s'est concentré uniquement pour des raisons économiques. Je peux donner un exemple, que par exemple chez MPGL TV, je suis l'actionnaire majoritaire de l'entreprise, nous n'avons en 35 ans jamais distribué 1 euro de dividende aux actionnaires, tout a été réinvesti. C'est comme ça qu'on a pu, en l'espace de 20 ans, multiplier notre chiffre d'affaires par 15 et garder notre indépendance économique. Mais c'est au prix de sacrifices économiques des actionnaires, aussi parfois des salariés qui donnent beaucoup de leur temps pour que l'entreprise se développe, et on est très fiers de rester un acteur français, comme également Euromédia, mais parce qu'on fait aussi beaucoup de sacrifices. Pour vous donner un ordre d'idée, à nous deux, on a une 40aine de cas régie. Le coût moyen d'un cas régie de télévision, c'est 7 à 8 millions d'euros. Et dans lesquels l'économie du sport est stratégique pour nous, puisque nous avons chaque week-end une dizaine de cas régie qui filment les matchs de la Ligue 1 ou de la Ligue 2. Donc forcément, nous faisons des investissements pour ces tournages-là, mais ces outils-là également en semaine
certes pour d'autres tournages, parce que la Ligue 1 et la Ligue 2 sont des événements télévisés d'importance, avec des normes techniques. Il y a 10-12 caméras au minimum par match. C'est capté en UHD, en 4K, certains d'entre eux, en HD pour la majorité des autres. Donc les outils qu'on investit pour le compte de la Ligue 1 ou de la Ligue 2 profitent également à l'ensemble des producteurs de télévision française. C'est dire que la captation sportive, et en particulier les événements du football professionnel français sont structurants pour notre secteur économique de la prestation technique. Les deux entreprises, AMP et Euromédia, représentent 600 ETP, 1 million d'heures pour les intermittents du spectacle français, et pour ce qui concerne le marché du football, entre 10 et 30% des revenus d'Euromédia et AMP, et entre 30 et 50% de leurs résultats et la totalité de leur capacité d'investissement. Sans cette contribution financière, la présence sur les autres secteurs à haute exigence technologique, comme le spectacle vivant ou les grands événements de la République, serait compromis. Bon. Donc, c'est dire que le marché de la diffusion des matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 constitue le socle structurant à partir duquel sont réalisés les investissements techniques que seul le marché du football professionnel et un petit peu du top 14 permet de consentir. Or, on constate que dans la loi du sport, la vente des droits est extrêmement structurée par l'autorité de la concurrence européenne, parce que le football est considéré comme structurant le marché de la distribution des plateformes de contenu. Donc, pour avoir participé par le passé à des appels d'offres de la Ligue 1, j'ai pu constater combien le processus de l'appel d'offres était extrêmement encadré. Or, nous qui sommes dans la chaîne de valeur de cet écosystème, nous, la prestation technique, rien ne vient encadrer le processus de mise en concurrence. On n'a pas peur de la concurrence. Nous sommes engagés dans la compétition mondiale. Donc la concurrence, on la vit au jour le jour, contre les plus grands groupes mondiaux. Nous sommes très compétitifs. J'ai parlé du passé, mais nous sommes engagés pour fournir des moyens techniques sur les Jeux Olympiques de Pékin d'hiver qui arrivent. Nous sommes engagés pour la Coupe du Monde au Qatar en décembre 2022. C'est nous qui faisons Roland-Garros, par exemple. Donc, si vous voulez, sur des appels d'offres extrêmement structurés, encadrés par la FIFA, l'UEFA ou le Comité olympique, qui ont des règles qui régissent un peu comme des marchés publics les appels d'offres. Or, nous, ce que nous avons subi avec l'arrivée de Mediapro, c'est une élimination de cette mise en concurrence de notre métier. Oui, au-delà de Mediapro, parce que là, oui, on a eu 20 mois de crise sanitaire avec des arrêts de compétitions sportives qui vous impactent très directement. Comment se sont passés sur le plan économique, sur votre secteur d'activité très précisément, ces 20 mois, et comment vous avez pu, quelque part, survivre pendant cette période, au moment où il n'y avait plus de retransmission sportive? Nous avons bénéficié des dispositifs que le gouvernement a mis en place sur le chômage partiel, et nous avons fait des emprunts gérés par la BPI qui nous ont permis de continuer à payer nos employés, continuer quand même un minimum d'investissement et c'est comme ça que nous avons pu faire la soudure. Nous concernant, compte tenu qu'on est beaucoup plus diversifié entre le studio et les tournages en extérieur, on a décidé de rester ouvert
j'utilise le terme, et de ne pas ralentir l'activité. Alors même si l'activité de tournage en extérieur a brutalement chuté de 85% au mois de mars, au mois d'avril, au début de la crise Covid, on s'est remonté les manches dans l'entreprise et on a proposé des solutions techniques innovantes pour que les émissions de télévision puissent continuer de se faire chez les animateurs. On a fait comme ça jusqu'à 8 émissions réalisées à distance. La plus célèbre d'entre elles était celle de Cyril Lignac à 19h, réalisée depuis sa cuisine. Mais après, j'en passe et d'autres, ou des meilleurs, comme dit-on. Donc ça, ils se sont vraiment, en dépit de la crise sanitaire, on a pris toutes les mesures pour protéger nos salariés, protéger nos clients, et on a énormément innové technologiquement. On a assuré, j'allais dire, la continuité des antennes, puisque les sites de nos télévisions nationales étaient en grande partie fermés et ne faisaient que de JT de peur que la pandémie arrive par des interventions extérieures. Donc toutes les émissions étaient externalisées. Et on est resté ouvert en prenant beaucoup de précautions sanitaires. On a été cité en exemple dans beaucoup de syndicats professionnels et d'organismes médicaux pour dire tiens, mais il n'y a pas eu de cas de Covid chez MPL TV. Et on a pu, de fait, finir une année avec un chiffre d'affaires en recul, entre guillemets, que de moins 15%, parce que la diversification de nos activités a été essentielle. Et on a pu maintenir tous les emplois. Il n'y a pas un seul emploi qui a été mis en péril ou en danger pendant la crise sanitaire chez MPL TV. Et on a même pu faire le complément de salaire parce qu'aussi on a été aidé dans le cas d'un PGE et de la trésorerie que nous avions. Donc j'allais dire, cette crise sanitaire a été pour nous quelque chose de dramatique, mais de révélateur en termes d'innovation technologique au profit des antennes et qui reste aujourd'hui au service des antennes, notamment les émissions réalisées en ce qu'on appelle nous, en production distante chez les gens, qui servira aussi demain dans le cas du sport. Donc on a fait preuve de beaucoup d'initiatives, ça n'a pas été facile. Je peux vous assurer qu'il y a eu des nuits d'angoisse, notamment quand on pensait que l'activité allait reprendre et qu'on a subi une deuxième puis une troisième vague. Nos clients nous sont restés fidèles et les collaborateurs se sont énormément motivés. Donc au bout du compte, il y a un impact évidemment sur nos résultats, mais l'entreprise n'a pas été mise en péril. Mais le plus grave impact a été la séquence Mediapro qui nous a fait perdre chacun à peu près 1 million d'euros par mois. C'était justement l'objet de ma première question, puisque le démarrage et l'initiative de cette mission reste quand même donc cette fiasco commercial, économique et voire social, qui est Mediapro. Donc déjà, si vous pouvez nous rappeler, puisqu'il a été rappelé ici que l'activité de Mediapro, en tout cas, et de Romero Ures en Espagne, il y avait une activité donc de production. Quelles ont été les conséquences, en fait, très concrètement, de l'arrivée de cet acteur en particulier, donc ce nouveau candidat tributaire? Est-ce que ça a eu un impact, et si oui, quels sont les impacts que ça a provoqué donc en surtout en 2020? Alors, l'impact immédiat, c'est que le lot acquis par Mediapro auprès de la LFP, c'était 80% de la Ligue 1 et 80% de la Ligue 2. C'était des productions techniques que nos deux entreprises faisaient auparavant pour le compte de beIN Sport et Canal+. Donc, Mediapro avait indiqué à la LFP que s'ils étaient attributaires, ils entendaient eux-mêmes produire leurs images. Nous avons alerté la LFP des conséquences sur des partenaires historiques que nous étions. Et donc, Mediapro a appliqué son schéma, qui est un modèle d'intégration verticale, d'associer, disons, la dimension économique de la distribution des droits à la dimension économique de la production technique. C'est le modèle qu'ils appliquent en Espagne, qui conduit à ce qu'ils aient un monopole total sur la péninsule ibérique, Espagne et Portugal. Et ils essayent d'appliquer ça à l'échelle européenne. Donc ils le font en ce moment en Belgique, ils l'ont tenté en France, ils continuent à le tenter en Italie, ils le font en Turquie. Enfin bon, c'est un modèle qu'ils essayent
d'appliquer dans différents territoires, y compris en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis. Et donc, en fait, ils appliquent un système de transfert de marge, c'est-à-dire comme ils produisent eux-mêmes, ils produisent à coût zéro, et toute la marge est massée sur la vente des droits via les abonnements à leurs souscripteurs. Donc, juste pour éclairer, donc Mediapro a créé une structure ici en France de production qui s'appelle Mediapro France, c'est celle-ci dont on parle? Oui, c'est celle-ci. Il l'avait créée depuis quelques années, puisque beIN Sport s'appuyait sur eux en partie pour produire leurs événements et opérer leur chaîne. Donc ils étaient là en tant que prestataires européens en France, sur le marché français, mais ils étaient comme nous, soumis aux appels d'offres de beIN Sport, de Canal+, etc. Et la compétition était libre et il n'y avait pas de problème spécifique, hein, juste des problèmes, enfin pour nous, voilà, la compétition. Mais là, ayant promis une somme faramineuse à la LFP, qui a été acceptée par tous les acteurs, ils ont appliqué leur modèle, ils l'avaient annoncé à la LFP, et ça nous avait été annoncé à nous. Et donc il n'y a pas eu d'appel d'offres, ni lancé par la LFP, ni lancé par un producteur délégué de la LFP, ni lancé par Mediapro lui-même, pour la partie captation technique des 80% des matchs Ligue 1 et 80% des matchs Ligue 2. Ils se les ont auto-attribués, comme, disons, le système mis en place les autorisait, à savoir que en fait, la LFP désigne, si elle ne produit pas, désigne son diffuseur comme producteur délégué. Il y a quand même un lien, hein. Le premier donneur d'ordre, c'est la LFP, désigne un producteur délégué. Donc en l'occurrence, là, les deux matchs beIN Canal, c'était beIN Canal le producteur délégué de ces deux matchs, de 20% de ces deux matchs, et 80% du reste, c'était Mediapro. Et Mediapro, en tant que producteur délégué de la Ligue, s'est auto-attribué la production de tout cela, en nous éliminant de ce marché. Donc avec les impacts financiers, humains, etc., sur lesquels je ne reviendrai pas. C'est une double action déloyale. J'oserais utiliser peut-être le mot flibusterie. On a été doublement pénalisés. On a été doublement pénalisés de manière déloyale à nos yeux, parce que d'une part, il n'y a pas eu un appel d'offres équitable, et il y a néanmoins eu un appel d'offres, mais on savait très bien quelle en serait l'issue. Ils sont venus vers nous, ils nous ont demandé nos prix. C'était pas un appel d'offres. C'est pas un appel d'offres. Ils ont demandé nos prix pour dire en nous faisant croire qu'ils pourraient nous sous-traiter. Donc on était doublement pénalisés parce que d'un côté, on a répondu à cette consultation, cette demande, qui était une flibusterie, une supercherie, ce qu'ils savaient très bien depuis le début qu'ils voulaient intégrer leurs moyens techniques pour financer leur modèle d'acquisition des droits. Donc non seulement ils ne nous ont pas retenus, mais en plus ils avaient nos prix. Et en fait, c'était pour donner à la LFP un prix de coût de production, pour dire. Voilà. Ils se sont servis de nos chiffres pour indiquer à la LFP quelle était la quote-part, alors qu'ils sont bien en dessous des standards qualitatifs que nous développons. Qui sont à peu près quoi, 25%? Les coûts de production, ça représente à peu près ça? En fait, si vous voulez, nous, on est à un modèle où, on va dire, 60 à 70% de notre facturation est contrainte. C'est les salaires, c'est la logistique, les prix de l'autoroute, du train, des avions, des hôtels, etc. Et 30 à 40%, c'est le coût technique, c'est-à-dire notre rentabilisation des investissements. Or, c'est justement cette partie-là qu'ils ne valorisent pas. Nous, on n'a pas peur de la concurrence, si elle est saine et équitable.
on a construit nos modèles d'entreprise sur un critère vertueux de la qualité. C'est aussi pour ça qu'on est parmi les premiers prestataires au monde. Donc nous, affronter un compétiteur sur des bases équitables, comparables, loyales, c'est notre quotidien. Là, en l'occurrence, on estime que ça n'a pas été loyal ni équitable, parce qu'il savait depuis le début qu'il avait un intérêt économique à intégrer verticalement sa prestation technique, étant donné qu'il a des camions. Il n'avait pas beaucoup en France, il en a amené de l'étranger, camions qui sont très vite repartis à l'étranger pour éviter d'être saisis. Il nous a demandé nos prix. On peut peut-être nous faire croire qu'il pourrait y avoir de la sous-traitance. On a, nous, de manière sincère, donné nos offres de prix pour ne pas être retenus. Et ceci dit, avec le recul, je ne sais même pas pourquoi nous non plus, comme d'autres, on y a cru. Alors que c'était une supercherie de toute évidence. C'était assez léger dans leur modèle qu'ils n'avaient pas intérêt à travailler avec nous. Et en plus, on leur a donné nos prix, donc ils les connaissaient. Donc leur stratégie, peut-être que la stratégie était d'aller au bout d'une démarche qui était de se dire, une fois qu'on a pris les contrats du foot de la Ligue 1, de la Ligue 2 les week-ends, on va continuer maintenant, plus qu'on connaît les prix de nos compétiteurs français, à vampiriser d'autres contrats en semaine. On est quand même passé, là on est en octobre, mais si on se mettait, imaginez-vous, il y a un an, au mois d'août, c'était la maison du foot français, Midapro, c'était le succès du foot français, et un an après, c'est devenu une façon qu'on connaît. Nous, on est là aujourd'hui, mais il y a un an, un peu plus d'un an, 14 mois, on aurait dû disparaître. Alors que du jour au lendemain, nos entreprises qui ont construit depuis plus de 30 ans une organisation, une structure, entre autres, pour le foot français, mais qui profite aussi aux événements de la République, notamment toutes les retransmissions qu'on fait chaque année pour le compte de l'État français, alors qu'on n'a pas démérité, qu'on n'a pas fait d'erreur, qu'on n'a jamais créé la concurrence, on aurait pu être rayé de la carte. Uniquement parce que il y a peut-être un encadrement qui n'existait pas, qui serait bon de prévoir, et cet encadrement, ce n'est pas de concurrence. Au contraire, on a de la concurrence, mais qu'elle soit saine, loyale et équitable. On parle de moyens techniques à l'instant. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ils ont conservé 2 moyens techniques en France qui ont été saisis. Le liquidateur judiciaire nous a demandé de nous positionner si on voulait les racheter. Je peux vous assurer qu'on n'est pas du tout sur les mêmes critères de qualité que les nôtres. Et ça, je peux porter un jugement très factuel. On a la liste des moyens techniques. Ce sont des camions qui ne sont pas de première main. Ils ont plus de 15 ans. Oui, voire plus que ça. Et sur lesquels on ne fera même pas d'offre de rachat. On est très très loin des critères techniques qui font le succès de nos entreprises. Je mentionnerai aussi le fait que si leur actionnaire majoritaire chinois avait suivi financièrement leur stratégie, nous ne serions pas là pour vous parler aujourd'hui. Et ça serait peut-être une entreprise chinoise qui filmerait le défilé du 14 juillet. Donc, si vous voulez, comme le dit M. Salé, nous vivons dans un monde de concurrence. Nous avons l'habitude de la concurrence et nous sommes armés mondialement pour une concurrence mondiale. Mais là, il ne s'agissait pas de cela. Là, il s'agissait d'un acte de prédation qui a pu se produire dans un pays aussi régulé que la France, alors que, d'une certaine manière, je pense que la Ligue, la Fédération française, ils ont une mission de service public par rapport à ce qui se passe dans le football professionnel, qui a un impact aussi sur le football amateur, sur beaucoup d'industries comme la nôtre. Et encore une fois, je constate que la loi sport cadre très très bien l'aspect concurrentiel de la vente des droits sportifs, mais pas celle de la prestation technique qui est intimement liée. C'est nous qui fabriquons le produit qui va générer les revenus du foot professionnel. Juste, tout à l'heure, Monsieur Salé, vous avez expliqué que, en définitive, 40% de 40%, si je compte bien, ça fait 16%. Donc, en fait, le football représente donc, dans votre chiffre d'affaires, 16%, c'est ça, du chiffre d'affaires? Allez. Entre 15 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, le football français. Ouais.
Monsieur Bidot, juste, voilà, donc il y a une foot dépendance, donc Euromédia qui est OK. Du fait que Euromédia a été le partenaire historique de Canal+, qui à une époque filmait tout. Et donc au fur et à mesure où Canal+, soit s'est désengagé de certains sports, soit a subi la concurrence qui a fait que les sports sont partis sur d'autres plateformes, mais cette dépendance maintenant s'est réduite à 30% du chiffre d'affaires, à plus de 30% d'ailleurs. Excusez-moi, dans le foot, la Ligue 1, dans la partie foot, la Ligue 1 est la partie la plus... Voilà. Oui. La Ligue 1 est la partie la plus importante en termes de capacité technique humaine. Si vous voulez, un grand match de Ligue 1 ou un grand match de Ligue des Champions, ça peut être jusqu'à 100 personnes déployées, des cars à 20 à 25 caméras, les plus hauts standards mondiaux, en UHD. Donc effectivement, les 10 matchs de Ligue 1 sont le volant le plus important de cette économie. Oui, juste la proportion pour nous est plus faible parce qu'on a notre activité est plus diversifiée. Mais si on comprend que le tournage de l'activité vidéomobile, on est dans les mêmes proportions que Euromédia en fait. Mais c'est parce qu'on a aussi tout le volant de l'activité studio qui représente chez nous à peu près 40% de notre volume d'affaires. Bon, on entend très clairement de la part de vos deux expressions revendiquer donc la compétition. Je comprends une compétition plus saine, en tout cas de ce comment, enfin le ressentiment que j'en ai. Moi juste quels sont les, parce que là vous avez employé des mots assez forts sur notamment donc des prédateurs, et qu'il y avait en tout cas on comprend dans la stratégie annoncée de Mediapro qu'elle vous semble présenter des signes de distorsion de concurrence. Quelle a été votre réaction et votre action auprès de l'autorité de la concurrence? Nous l'avons alerté. Nous avons alerté la DLC, qui en l'occurrence nous a dit qu'elle n'avait pas la bande passante pour s'occuper de ce sujet. Nous avons alerté notre ministère de tutelle, le ministère de la Culture, nous avons alerté le ministère des Sports, nous avons alerté le ministère de l'Économie et des Finances, nous avons alerté la DGCCRF, et nous nous sommes aperçus que, d'une certaine manière, nous étions orphelins d'une tutelle forte qui comprenne notre métier, parce que tout le monde semblait comprendre notre sujet, mais personne n'avait l'air de s'en sentir comptable. On l'a constaté au moment de la crise sanitaire également, en demandant de quel ministère de tutelle on dépendait. Et en fait, on était un peu les oubliés au tout début de la crise sanitaire. Les mesures d'aide au début ne concernaient pas les prestataires de services techniques de tournage pour la télévision. Il y avait l'événementiel qui a été pris en compte. Et nous, on était rattachés à un secteur qui s'appelait la post-production, qui est du montage, et qui était considéré comme non impacté par la crise sanitaire au tout début, parce que les gens considéraient que la post-production pouvait continuer de se faire même si les tournages n'avaient pas lieu. Alors que notre métier, c'est pas du tout la post-production, c'est totalement la production technique. Et si on n'avait pas eu l'appui du chef de l'État, on n'aurait pas été rattaché à des systèmes d'aide au tout début. Alors après, ils se sont généralisés, on les aurait eus, mais ce qui prouve bien que les gens raisonnent, et même le CSA, ça fait très peu de temps que le CSA s'intéresse aux prestataires. Tout le monde raisonne, il y a les médias, tout le monde sait qu'autour des diffuseurs, les grandes chaînes, il y a aussi derrière la première couronne qui sont les producteurs de contenu, donc ça on les connaît, en plus c'est une entreprise qui se regroupe, qui se concentre beaucoup aujourd'hui, donc ça, on en entend parler, mais les gens ignorent qu'entre ces gens-là et
notamment les contrats d'exécution des intermittents. Il y a des prestataires que nous sommes, plus d'1 million d'heures intermittents par mois. Par exemple, dans le domaine du flux, AMPGL TV fabrique 35% des programmes de flux français, tout confondu. Donc ça donne un ordre d'idée comme quoi on est la cheville ouvrière, l'interface indispensable entre les donneurs d'ordre, l'économie de l'audiovisuel français et les contrats de travail pour les intermittents. Et c'est vrai que là, on a assisté à quelque chose qui était que on pense qu'un peu d'encadrement législatif pourrait éviter que, sans renier les règles de la concurrence, que des prestataires qui sont indispensables à l'économie audiovisuelle en France disparaissent de la carte. Autant, M. Bidot le disait, les appels d'offres sont encadrés pour les droits afin qu'il n'y ait pas de dérive. Et nous, derrière, tout peut se passer. Donc il y a peut-être quelque chose à imaginer qui fasse qu'il y a un encadrement, un véhicule législatif qui permet d'éviter, sans renier les règles de la concurrence, que ce qu'on a vu l'année dernière soit de nouveau le tsunami. Peut-être faudrait-il qu'on soit rattaché, nous aussi, en tant que prestataire technique, à un ministère de tutelle, peut-être l'économie, par exemple. C'est vrai que nous filmons les spectacles vivants, les concerts, etc. Et puis, nous sommes le plus gros contributeur de la caisse des intermittents du spectacle. Hein. Mais nous sommes une industrie, hein, avant tout. Alors, on a parlé d'appel d'offres. L'appel d'offres, elle a été structurée par la LFP. Hein. Donc là... L'appel d'offres des droits, pas l'appel d'offres de la prestation technique. Oui, puisqu'il n'existe pas. Donc, nous sommes d'accord. Non, mais ce que je veux dire, ma question, elle est surtout, quelles sont vos relations avec la LFP, tout simplement? Est-ce que vous avez des relations directes avec la Ligue ou elles sont justement seulement avec le diffuseur? Alors, ça dépend du moment considéré dans l'histoire. On pourrait dire que sur un temps long, depuis les années 80, nous sommes un partenaire historique de la LFP, puisque lorsque, dans les début des années 80, Canal+ a commencé à couvrir le championnat de France, c'est à partir de là que notre industrie technique s'est développée, a créé un maillage du territoire, hein, puisque quand on filme à Toulouse, on n'envoie pas des moyens depuis Paris. Hein. Monsieur Salé a une agence à Toulouse avec des moyens techniques à Toulouse pour couvrir. Donc on a aussi développé par territoire des compétences des employés. On a fait toute cette formation. Et à travers ce processus de la Ligue qui rend son diffuseur producteur délégué, nous avons un lien avec la Ligue depuis le début. Après, selon les différentes directions, les différents modèles pris, on a plutôt des relations avec le diffuseur, mais lorsqu'il s'agit d'implémenter nos technologies sur les stades, les problèmes d'organisation, etc., nous avons des contacts réguliers avec la Ligue sur un plan, je dirais, opérationnel. Justement, pendant la période trouble, donc, et très chahutée, notamment la période de conciliation, sortie de conciliation, avec ce risque de blackout, est-ce que vous avez été contacté par la Ligue 1 pour effectivement, donc, j'allais dire, sauver au moins la production d'images, puisqu'il a été aussi évoqué par certains la possibilité par la Ligue 1 de créer sa propre société de production. Quelles ont été donc les relations que vous avez éventuellement eues à ce moment-là, dans cette période-là? Peut-être amener un éclairage également en répondant à votre question, monsieur le député. On est respectueux aussi de la hiérarchie d'ordre de la commande. Quand la Ligue vend ses droits à un diffuseur, ce qui est lui-même qui doit contracter les moyens techniques, évidemment, on doit contracter avec Canal ou Bein ce que l'on fait. La Ligue est toujours à un regard. La Ligue, et nous, on a des interlocuteurs à la Ligue qui sont conscients de notre économie. En tout cas, ceux que j'ai à mon niveau.
Mais à partir de l'instant où ils ont confié la décision de vendre des droits à un diffuseur qui doit se faire charger de la prestation technique, eux-mêmes n'ont plus leur mot à dire. Mais ils observent tout de même avec intérêt et un peu ce qui peut se passer sur l'économie des prestataires en France, mais sans être pour autant un acteur de la décision. Ils ne peuvent pas se mêler de la décision qui ne leur incombe pas. On a par ailleurs, nous, d'autres prestations en direct avec la Ligue en parallèle de ça, et on est face à des gens qui sont bienveillants dès qu'ils le peuvent à notre égard, conscients des efforts que l'on fait, mais dès lors que c'est pas eux qui contractent les prestations techniques, ils ne peuvent pas se mêler de ce qui ne les regarde pas. Maintenant, pendant la période la période trouble que vous évoquez, monsieur le député, on n'a pas eu en tout cas nous, à MPG-TV, on n'a pas eu de contact direct avec la Ligue, parce que je pense que pour des raisons juridiques, ils ne pouvaient pas sans doute nous parler directement. Mais on a eu, nous, des contacts avec notamment un producteur qui était en mode de réflexion du fameux modèle de la télévision intégrée à la Ligue et qui voulait s'appuyer, entre autres, sur nos moyens techniques. Oui. Alors, nous avons tout de même, lorsque les premiers... nous, on a eu très tôt, même avant que ça démarre, la conviction que ce que proposait Mediapro comme modèle au foot français était voué à l'échec. Personnellement, je pensais même qu'il ne démarrerait pas. Mais bon. Donc, dès qu'il y a eu les premiers frémissements de problèmes, nous avons communiqué aux diffuseurs historiques, Canal+, beIN Sport, et à la Ligue, que malgré ce que nous subissions, ils pourraient compter sur nous, en tant que partenaires historiques du football professionnel français, pour assurer les prestations en cas de besoin. Du jour au lendemain, nous avons fait passer ce message de bonne volonté. Et donc, à partir de là, fort de ça, Canal+, la Ligue se sont dit, bon, de toute façon, les prestataires historiques français sont là, ils nous assurent de la continuité du service. Et à ce moment-là, eux, ils se sont concentrés sur l'exit de Mediapro. Au passage, je voudrais remercier à la fois Canal+ et beIN Sport, parce qu'ils ont chacun gardé 2 matchs en Ligue 2 et 2 matchs en Ligue 1, l'un et l'autre, et ils les ont confiés aux prestataires français. Il y a eu un processus d'appel d'offres, et ils ont joué, tant que faire se peut, un rôle d'amortisseur de notre mésaventure, de notre tsunami économique nous concernant. Et dès que Canal a récupéré la production des contenus et beIN en février dernier, ils ont lancé une procédure d'appel d'offres très encadrée pour le coup, mais ils ont fait un choix du rapport qualité-prix et ils se sont tournés vers les prestataires français et on s'est retrouvés, Euromédia et nous, à travailler pour l'entièreté des fameux 8 matchs de Ligue 2 qu'ils ont récupérés et des 8 autres matchs de Ligue 1. Ils nous l'ont confié. Donc Canal+ et beIN ont à la fois apprécié avec objectivité dans un processus d'appel d'offres très encadré, parce qu'ils ont quand même des process très, très encadrés, ils ont apprécié le savoir-faire et la qualité, le rapport qui a été pris des prestataires français pour nous faire confiance. Donc, preuve que notre démarche a un sens. Alors, je voudrais dire aussi que la Ligue a, par le passé, et elle a réactivé pour la saison 2021 qui est en cours, un dispositif qui avait été mis en place suite un rapport qu'elle avait commandé à Michel Cotta sur l'opportunité pour la Ligue, quelle serait la valeur ajoutée pour la Ligue, de produire elle-même ces images. C'était à l'époque du président de la Ligue, Frédéric Thirier, qui, en 2008, a mis en place cette production par la Ligue, de 2008 à 2012. Et pour ce faire, elle a appelé un producteur délégué, HBS, producteur délégué de la FIFA pour les Coupes du Monde, donc à un très gros crédit. Et HBS a mis en place la production pour la Ligue de 2008 à 2012. En 2012, les clubs français ont voulu cesser
ce process et on est revenu au système où les diffuseurs sont producteurs délégués. Et là, pour les matchs dits Amazon, aujourd'hui, c'est-à-dire les 80% de matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 laissés par Mediapro et repris par Amazon, la Ligue a réactivé ce système. Donc aujourd'hui, elle est revenue à un cercle vertueux qu'elle connaissait, puisqu'elle l'avait déjà mis en place par le passé. Elle a repris son producteur délégué HBS, qui a fait un appel d'offres encadré. Dans cette compétition, nous avons remporté des matchs, mais un de nos concurrents européens, NEP, a aussi eu des matchs. Donc, mais dans un appel d'offres loyal. Donc, ces dispositifs-là existent. Hein. C'est simplement que le mirage exercé par Mediapro a balayé toutes ces pratiques vertueuses. Et donc, on a vu que nous étions extrêmement vulnérables parce que cette flibusterie était possible. Quelles sont les autres différences? Donc là, vous nous avez expliqué, merci, justement, quelle était la différence en termes de process de production concernant le nouvel acteur, donc Amazon, qui est différent d'ailleurs du process donc de Canal+, une chaîne linéaire comme Canal+. Est-ce qu'il y a d'autres différences qui existent? On compare souvent notamment la Liga, en tout cas la politique, la différence de production, d'éditorialisation de la Liga, de la Bundesliga avec la France. Est-ce qu'il y a des différences avec d'autres championnats dans votre métier, d'autres dispositions, d'autres manières de faire aussi, qui pourraient nous éclairer ou pas? Oui, bien sûr. Disons que sur les championnats majeurs européens, ceux où les droits sont extrêmement élevés, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, chaque pays a un dispositif. Par exemple, la Bundesliga a son propre organisme de production qui s'appelle Sportcast, qui est intégré à la Bundesliga et qui, en gros, régule son marché de la captation technique et le répartit sur essentiellement des acteurs allemands. L'Angleterre, elle est dans un modèle où la Ligue anglaise désigne une société commerciale avec un patron de cette société commerciale qui commercialise le championnat anglais et qui définit comment vont être fabriqués les contenus. Ils appliquent un modèle aussi où les diffuseurs, essentiellement Sky et BT et la BBC, sont producteurs délégués des contenus qui leur sont alloués, mais le contrôle qualitatif est extrêmement serré, avec des contraintes si les diffuseurs ne respectent pas ces critères. Or, dans notre cas, en France, si Mediapro ne respectait pas ces critères, ce qui a été le cas, puisqu'on a bien vu sur les réseaux sociaux combien la qualité était médiocre, le retour des réseaux sociaux sur la qualité des matchs produits par Mediapro était très fort, sur l'état de médiocrité de ces productions. Mais la LFP, devant cette promesse de chèque, n'avait pas les moyens de contraindre Mediapro à faire mieux. Donc, l'Allemagne et l'Angleterre, c'est quand même des systèmes assez protectionnistes de leur industrie. Et l'Italie, elle, a un processus interne à la Ligue qui a décidé de séparer la distribution de la production technique.
et de l'éditorialisation. Nous, ce que l'on constate, c'est que les grandes properties sportives qui ont une grosse audience et donc un grand impact économique sur la génération d'abonnements, c'est une tendance générale depuis le début des années 2000. Elles ont tendance à produire elles-mêmes, soit en internalisant la production, soit en la confiant à un producteur délégué. Parce qu'ils considèrent que c'est eux qui peuvent développer leurs produits, en établir les critères, etc. Donc ils vendent ce qu'on appelle des droits produits. C'est le cas de l'UEFA, de la FIFA, de la Formule 1, et donc à des titres divers de la Bundesliga et de... Pardon ? Roland Garros, c'est la FFT. Et d'ailleurs, c'est le groupe Euromédia qui a obtenu, dans un processus d'appel d'offres, la production technique de Roland Garros. Donc, malheureusement, les petites ligues ou les petites fédérations qui ne génèrent pas autant d'argent, ou les pays dont le championnat, par exemple comme la Belgique, non plus ne génèrent pas un chiffre d'affaires suffisant pour avoir une puissance par rapport à un distributeur, eux ne peuvent pas, disons, se lancer dans l'internalisation de la production. Donc on voit que, par exemple, le modèle Mediapro, en Belgique, il s'applique, et il n'y a pas de contrepoids, mais parce que le montant des droits est beaucoup plus faible. Et donc, leur modèle, où ils financent une partie de la partie droit par la production, est efficient. Quand c'est trop, disons, déséquilibré, les droits, vous voyez, on était à plus d'1 milliard. Nous, la Ligue 1, ça représente 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il n'y a pas de compensation. Après, c'est des jeux macroéconomiques. C'est-à-dire que, par exemple, le transfert de marge s'applique aussi à Mediapro, fait un gros business au Qatar, mais InSport leur demande de travailler à zéro en France. Donc ça, c'est du transfert de marge, c'est interdit par la loi, mais c'est difficilement prouvable. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Oui, je pense que même si aujourd'hui on constate que le modèle vertueux aujourd'hui, c'est que les ligues soient elles-mêmes productrices de leur contenu. C'est ce qui apparaît, ce que disait M. Bidot, parce qu'en fait, elles sont comme ça garantes de leur contenu avec leurs propres critères, et surtout, elles tiennent compte de toutes les audiences. Mais si jamais c'était pas le schéma dans lequel elle voudrait, celle-ci ou d'autres en France s'inscrire, je pense qu'il est important qu'il y ait peut-être un véhicule ou un encadrement législatif qui permettrait éventuellement de dire que si le détenteur de droit dispose de ses propres moyens techniques pour éviter cette distorsion de concurrence, il y a un système d'encadrement de l'appel d'offres de manière équitable par la Ligue. Par exemple, dans le cas où la Ligue, quelle que soit la Ligue, cède ses droits à quelqu'un qui a aussi des moyens techniques intégrés, prenons l'exemple de Mediapro, que la Ligue ou un organisme de tutelle, est-ce que c'est la DLC ou autre, puisse veiller à ce que l'appel d'offres fait par ce détenteur de droit qui a aussi ses propres moyens techniques soit fait selon des règles équitables. Et ça, il faut que ça s'applique le jour où si le détenteur de droit a ses propres moyens techniques. S'il n'a pas ses moyens techniques, le cadre existe, c'est la mise en concurrence normale. Voilà. Non, justement, ça amène moi à ma dernière question pour ma part. C'est donc les solutions pour éviter l'affaire Mediapro, enfin l'affaire Mediapro, les conséquences d'un acteur comme Mediapro sur votre activité, puisque c'est, j'ai envie de dire, quel que soit, même s'il n'y avait pas eu le risque de défaut de Mediapro, le retrait, vous auriez eu un impact, et vous avez eu un impact dès le départ avec l'arrivée de cet acteur-là, avec cette typologie et cette complémentarité des métiers qu'il a
dans la production. Donc, j'entends l'encadrement législatif, etc. Je rappelle juste que l'appel d'offres, il est structuré par la LFP. Donc c'est pour ça que je vous demandais quels étaient les rapports de discussion avec la LFP, puisqu'à un moment donné, c'est eux qui établissent donc ce cahier des charges, en tout cas en premier lieu. C'est-à-dire que s'il y a des évolutions des discussions, je pense qu'elles sont, vous entendrez, qu'elles sont peut-être plus rapides plutôt que des changements et des évolutions législatives avec cet acteur-là. Mais du coup, à partir du moment où on parle ici de, je comprends donc la mise en place d'appels d'offres un peu spécifiques. Donc très concrètement, moi, ma dernière question, c'est qu'est-ce que, en matière d'appel d'offres justement et de constitution de l'eau, etc., qu'est-ce que vous solliciteriez déjà de la part de la LFP, parce que je crois que la LFP, c'est pas je crois, c'est qu'on a vu et on a regardé donc la structuration de l'appel d'offres, ne serait-ce que sur l'aspect qualitatif. Il y a bien sûr, c'est un principe de mise aux enchères. Donc on comprend qu'il y a une maximisation et une recherche de maximisation avant tout du prix, mais qui pouvait être pondérée par une note qualitative qui ne représentait qu'une pondération de 10% maximum. Donc est-ce que aussi c'est quelque chose qui peut-être, et ce que vous souhaitez mettre en avant peut-être aussi considérer et apprécier dans cette note qualitative avec une pondération. Enfin, voilà, dites-moi un peu ce que vous proposez. Avant de laisser la parole à monsieur Calogero-Palos, je voudrais juste dire que c'est extrêmement large. Par exemple, le Mediapro, vous l'avez certainement étudié, avait une conception du travail ou de la manière dont il traitait ses employés assez particulière, en gros, qui ne répond pas aux normes des lois du travail en France. Vous avez récupéré des employés de Mediapro ? Non. On a le redresseur judiciaire qui nous a fait envoyer des listes, mais nous ne sommes pas en ce moment dans des phases de recrutement. Donc, mais bon, nous le connaissons, puisqu'on a d'anciens employés qui travaillaient chez Mediapro, et puis on a vu aussi dans les journaux des histoires sur la manière dont étaient traitées certaines personnes qui n'avaient pas de chambre d'hôtel, qui dormaient dans les halls de gare pour rentrer après le match, etc., etc. Puis on voit bien dans la liquidation judiciaire combien ça se passe mal avec leurs employés. Donc, comme je vous l'ai dit, comme une grosse partie du devis, c'est le coût du travail. Avoir une entreprise qui ne respecte pas les règles du travail en France, par exemple, nous, on ne peut pas faire de forfait, on doit payer les heures supplémentaires. Tout ça, ça a un gros impact sur les devis et les résultats des entreprises. Donc, c'est tout un ensemble de chartes, de respect de la manière d'opérer en France qui doit être prise en considération. Maintenant, je vais laisser parler Léonidas. Juste peut-être un mot avant que... Je pense qu'il faut bien distinguer, vous nous disiez, est-ce qu'il faut que cette note de 10% soit réévaluée? Tout dépend si la personne qui contracte les droits, qui achète les droits auprès de la Ligue, est lui-même propriétaire de moyens techniques, auquel cas, de toute évidence, la note doit être réévaluer la note de la partie technique parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on a une distorsion de concurrence par intérêt financier. Et il faut distinguer si la personne qui achète les droits a ses propres moyens techniques, si elle ne les a pas. Si elle ne les a pas, elle fera un appel d'offres. Donc l'intérêt de la Ligue est aussi de regarder comment vont être produites techniquement les images. Il faut que la Ligue ait, à mon sens, c'est aussi son intérêt, un droit de regard sur la conduite de l'appel d'offres, surtout si les gens qui l'ont acheté les droits ont eux-mêmes leurs propres moyens techniques pour éviter cette tentation de produire avec un dumping technique pour faire un gain qui financerait d'autres secteurs d'activité de l'entreprise. Mais je laisse Léonidas. Merci. C'est vrai que finalement, ce qui est décrit, c'est une excellence fondée sur des relations de travail avec l'ensemble de collaborateurs, le respect des règles qui ont été élaborées, qui ont une histoire, et l'excellence technique. Et finalement,
toute cette excellence est devenue quelque chose qui a pénalisé les entreprises françaises, parce que quelqu'un pouvait venir en bradant toutes les règles qui permettaient cette excellence et emporter le morceau, avec d'ailleurs quelque chose qui est très étonnant, c'est que la qualité de l'image, c'est ce qui fait la valeur des droits. Donc finalement, la Ligue devrait être la première à regarder cette qualité de l'image, puisque c'est ce qui permet de valoriser son capital et ce patrimoine qu'elle vend. Alors c'est vrai qu'il nous semblait, en regardant attentivement le code du sport, lorsque, en plein milieu de la crise, on a constaté que personne ne se sentait en situation de pouvoir intervenir, que toutes les autres situations, nous les connaissons, lorsqu'effectivement il y a un détenteur de droit qui n'a pas ses propres moyens techniques. Et donc ce cas-là est le cas qui démolit tout l'édifice juridique qui permet d'encadrer les choses. Donc prévoir dans le code que les situations existantes, elles sont prévues, mais qu'en cas d'une existence de moyens techniques de celui qui est détenteur de droit, eh bien l'appel d'offres sur la prestation technique est nécessairement encadré à la fois par le détenteur des droits, mais également la Ligue. Et la Ligue, peut-être peut-on le rappeler dans le code, est garante de l'intérêt général du secteur, c'est-à-dire effectivement tout ce qui relève de la filière et des règles qui ont été posées. C'est probablement le moyen juridique de faire en sorte que cette chaîne qui va du ministère en passant par la fédération et qui donne à la Ligue la responsabilité du respect des règles sur l'exécution de ces appels d'offres, c'est probablement ce moyen-là qui n'est pas précisé dans les textes et qui fait que tout a pu se dérouler sans qu'aucun moyen juridique n'ait pu être, comment dirais-je, sollicité pour corriger le tir. Merci, mais ce que je comprends pas, c'est que c'est bien la LFP qui fixe les standards. Donc, et quelle a été leur réaction? Vous avez dit, c'est vos mots, hein, c'est pas les miens, parce que j'ai pas regardé les matchs, mais qu'en tout cas la qualité de production était médiocre. Bon, bah, quid des réactions de la LFP? Est-ce que c'était un avis partagé ou pas? Alors, la LFP est sans doute au courant, puisqu'elle mandate une société pour faire un contrôle qualité des images. Moi, je me suis référé uniquement aux réactions vues sur les réseaux sociaux, bien que j'ai ma propre opinion en tant que professionnel. Simplement, ce que j'ai indiqué, c'est que le rapport institué par Mediapro vis-à-vis des dirigeants de la LFP de l'époque était tel que la LFP n'avait plus aucun pouvoir sur Mediapro. Ce en quoi où j'entends très bien votre proposition de modification législative, mais à un moment donné, même si ce cadre avait existé, dans ce que je comprends, ça n'aurait pas changé en tout cas. Si je peux me permettre, monsieur le député, parce qu'en fait, il faut, dans le cas présent, une fois que la Ligue elle a vendu ses droits et elle a confié la production technique à la personne qui a lâché les droits, elle n'a plus de regard dessus. Vous savez, il n'y a pas qu'à des charges, on met un nombre de caméras, et ça ne veut pas tout dire. Derrière, comment est-ce que c'est produit? Est-ce que c'est... Il y a des règles, on va dire, derrière le nombre de caméras, il y a ce qu'on en fait. Vous voulez un exemple, faire peindre une pièce par un peintre, il y aura différents types de peintres qui le font différemment. Et donc là, au moment la Ligue, elle a beau se prémunir d'un cahier des charges, elle ne sait pas comment il pourra s'exécuter. Donc il faut donc donner à la Ligue le pouvoir d'ingérence à minima dans l'appel d'offres et de contrôle de l'exécution technique de la prestation, sans doute au-delà de ce qu'elle a aujourd'hui, parce que preuve en est, ça l'a pénalisé. Et aujourd'hui, preuve en est, la Ligue aujourd'hui a repris la production pour son compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a confié à une producteur délégué la production, et donc elle contrôle totalement ce qui se passe. Si on condamnait à décider de changer les règles techniques, ça n'engage qu'elle, parce qu'elle veut améliorer son produit. Et en plus, comme ça, le cercle, ça me paraît un cercle vertueux, parce qu'elle résonne aussi pour tous ses publics, chaîne linéaire, non linéaire, en fonction de ses propres intérêts. Mais là aussi, on focalise sur l'exemple de la Ligue, parce qu'il y a eu un fiasco économique qui a impacté l'économie de la Ligue, et puis toute l'économie du football en France, nous notamment. Et ça peut arriver demain dans d'autres domaines de fédérations sportives. Donc je pense que le fait de redonner ou de demander à ce que les fédérations, lorsqu'elles vendent leurs droits, elles aient un pouvoir plus important de contrôle
de la manière dont l'argent que bénéficiera la personne qui achète les droits, de la manière dont il réinvestira, entre autres, dans les industries techniques audiovisuelles, à mon avis, me paraît une précaution qui ne déroge pas aux règles élémentaires de la mise en concurrence. Je reviens sur un dispositif qui me revient en mémoire, par exemple en Allemagne. En fait, l'appel d'offres des droits. Donc, il y a l'enchère sur les droits. Et en fait, pour payer cette boîte de production intégrée Sportcast, une filiale de la Bundesliga, c'est un pourcentage. Bon, je n'ai pas en tête le pourcentage, mais si vous voulez, mettons un lot, c'est 100 millions d'euros, eh bien, il devra payer 100 millions plus 3% des 100 millions pour l'exécution de la prestation que maîtrisera la Ligue. Donc, c'est des droits produits, mais qui sont en relation avec le lot acheté. Ok, bah écoutez, moi c'était ma dernière question, Président, et je vous remercie pour tout cet éclairage qui va venir, bien sûr, enrichir mon rapport. Merci beaucoup. Monsieur Bidault, Monsieur Salé, Monsieur Kaléo-Géropoulos, bien sûr, de votre contribution et les informations extrêmement précises et détaillées que vous avez fournies ce matin et qui nous seront très utiles pour la rédaction du rapport. Si vous me permettez, je voudrais faire un tout petit développement. Tout à l'heure, j'ai indiqué que nous, en tant qu'experts, c'est notre métier, nous avions la conviction dès le début que ce qu'avait proposé Mediapro ne fonctionnerait pas. Pourquoi puis-je dire une chose comme ça? C'est parce que nous avons compris depuis le temps que nous travaillons avec la LFP que dans un prix des droits, il y a deux prix en fait. Il y a le prix intrinsèque des droits, c'est-à-dire en gros ce que la plateforme de diffusion va pouvoir retirer du prix des abonnements. Et un prix stratégique qui est un prix industriel, c'est-à-dire le prix qu'une entreprise veut payer pour s'acheter ce moteur. Donc, les telcos, comme Orange, comme RMC Sport, acceptent de payer un prix stratégique en plus du prix intrinsèque, parce qu'ils adossent d'autres revenus aux revenus des abonnements. Ils adossent les revenus de la vente du quadruple play, c'est-à-dire mobile, accès Internet, téléphone, télévision. Donc ils achètent une position sur le marché et ils payent pour ça. Arrive Amazon, c'est pareil. Monsieur Bezos a indiqué que en fait, son vrai business, c'est de vendre des chaussures. Donc il prend le foot comme produit d'appel pour faire venir sur sa plateforme d'achat des consommateurs qui vont dépenser de l'argent sur sa plateforme. Donc il accepte aussi de payer un prix stratégique en plus du prix intrinsèque. Mais Mediapro n'a que le prix intrinsèque, n'a rien d'autre à vendre. Donc comment pouvait-il proposer un prix supérieur à ceux qui proposaient des prix stratégiques en plus du prix intrinsèque? Tout simplement, son business model ne fonctionnait pas d'entrée. Et ce que je dis là, M. Saada pourrait, ou l'a dû vous l'expliquer bien mieux que moi, c'est tout à fait connu par tous les experts en France du marché des abonnés que, en gros, on va faire une plateforme avec 2 ou 3 millions de personnes qui vont vouloir regarder beaucoup ou un petit peu de football. Et que, pour l'instant, on n'a jamais trouvé de système qui rende le public français aussi aficionado que le public anglais ou que le public italien et espagnol pour le football. Donc la manière d'estimer combien une plateforme comme Canal ou comme RMC Sport ou comme Bein Sport va pouvoir générer d'abonnements avec un contenu Ligue 1, elle est extrêmement précise. C'est pas des choses divinatoires. Donc c'est pour ça qu'à un moment, Canal+, dans les appels d'offres, dit stop, nous on s'arrête là parce qu'on sait qu'au-delà, on n'est pas bien.
Donc, cette idée du prix stratégique qui vient s'additionner au prix intrinsèque, elle est cruciale pour comprendre comment analyser, et les anciennes équipes de la LFP savaient le faire. Donc, je ne comprends pas comment il y a pu y avoir cette rupture dans l'analyse de la proposition de Mediapro. Merci beaucoup en tout cas pour ce complément et cette conclusion. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup, messieurs.